Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 mars 2022. Alors aujourd'hui, je vous parle de la destructivité humaine de Gérard Rabinovitch, publié aux éditions Presse universitaire de France. Mais avant, je vais vous raconter quelque chose. Oui, je devais vous parler de le cours de Pise d'Emmanuel Hoccart, mais je ne retrouve pas mon exemplaire. Cependant, je remercie le phonographe qui m'a envoyé sur ma page Facebook une vente aux enchères des éditions Orange Export Ltd, une cinquantaine de titres, et l'ensemble était vendu pour plus de 5 000 €, donc autour de près de 7 000 $. Alors ça, c'est un bel exemple de ce que j'avance en bibliophilie de pointe. Alors, voilà, un moment important de la poésie, des tout petits tirages, des auteurs très importants. On y retrouvait, entre autres, Georges Perec et Pascal Quignard, pour ne nommer que ces deux-là. Alors, déjà, l'ensemble est complet. La série, il y a un début, il y a une fin. Bref, tout est parfait au niveau de la bibliophilie. Bon, alors voilà. Voilà. Parce que j'ai demandé hier que si quelques-uns d'entre vous aviez eu l'occasion de voir ces ouvrages, j'ai pas eu la présence d'esprit d'aller vérifier par les auteurs. Alors peut-être que dans les prochains jours, je vais m'amuser à vérifier si on retrouve sur le marché les deux brochures, les deux plaquettes qu'a commises Pascal Quignard dans cette maison d'édition-là et voir les prix. Mais c'est sûr que si on fait une calcul de 7 000 environ, c'est autour de quelques centaines de dollars chaque brochure, et ce sont de toutes petites brochures. Alors voilà, pour le retour de la bibliophilie de pointe. Et Voilà. Je vais vous raconter quelque chose. Et je ne sais pas si ça a un lien avec le chapitre que je vais vous lire et que je vais commenter un peu. Et que je vais sans doute commenter à partir de réflexions personnelles, en ayant pour arrière-pensée ce qui se joue en Ukraine. Et cette obsession qu'a Vladimir Poutine de vouloir dénazifier. C'est quand même incroyable qu'on entende à longueur de journée, ce verbe assez terrifiant au fond. Et les méthodes utilisées pour dénazifier nous laissent sans voix. Alors je vais vous raconter quelque chose. Et peut-être qu'il y a un rapprochement à faire, je ne sais trop. Mais j'ai été marqué par ça. Vous allez marquer, pas dans ma chair, mais marqué symboliquement. Alors, j'espère que je ne me répète pas, mais je ne crois pas. Parce que parfois, je dis des choses et j'oublie les avoir dites, ces choses-là. Au mois d'avril 2020, en plein cœur de la pandémie, en plein cœur de l'étonnement, de la sidération de la pandémie, on se rappelle tous notre état d'esprit. Nous n'avions jamais vu une telle chose, la société au complet à l'arrêt, l'économie qui ne bouge plus, un moment que beaucoup ont apprécié et que beaucoup, encore davantage, ont redouté. Les peurs, vous vous rappelez, laver les aliments, on disait que le virus restait longtemps sur les cartons de livres, il y avait une atmosphère de psychose. Finalement, la psychose s'est quand même avérée fondée, selon l'Organisation mondiale de la santé, 15 millions de morts.
c'est quand même pas rien. Mais si là, vous ajoutez la pensée statistique, la pensée abstraite, qu'au fond, vous faites le calcul versus population planétaire, ce qui, à mon sens, qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que ça aussi, cette acceptation que les vieillards puissent mourir sans soins, des vieillards souffrant souvent de comorbidité, cette acceptation tacite, cette espèce de darwinisme, parce que, au fond, appelons-la encore comme ça, notre civilisation se préserve elle-même en s'occupant des autres. Si on ne le fait pas pour autrui, au moins on le fait pour nous. On ne laisse pas les gens mourir, on ne laisse pas les gens sans soins. Et d'accepter finalement que la mécanique médicale puisse consentir par un calcul à la disparition des êtres les plus vulnérables de notre société m'apparaît une monstruosité. Alors, nous étions donc au mois d'avril, une belle journée de mois d'avril, où nous n'avions rien d'autre à faire que d'être confinés. Alors, nous en profitions, Fabienne et moi, pour faire de longues marches. Et près du métro Beaubien, je vois au loin quelques cartons de livres. Peut-être 7-8 cartons de livres. Et là, évidemment, je m'y précipite et j'y retrouve des livres de grande importance en philosophie. Derrida, Nietzsche, quelques Foucault, Walter Benjamin, Sloterdijk en allemand. C'est beaucoup de ces livres-là, beaucoup d'études religieuses de pointe, l'herméneutique, Bultmann, entre autres. Et là, je fais un tri, mais on n'arrive pas à... Fabienne, à ce moment-là, n'avait pas de cellulaire, j'en ai toujours pas. On n'arrive pas à trouver de taxi, parce qu'il y avait plus de taxi dans la ville. Alors, finalement, de guerre lasse, je me suis fait 2 cartons assez lourds et je les ai rapportés à la librairie exténués. Alors, rendu à la librairie, j'ai commencé à observer de près les fameux ouvrages pour y découvrir qu'ils avaient appartenu à un de nos plus importants philosophes théologiens, que je ne nommerai pas ici. Une sommité, qui a été, entre autres, un élève d'Heidegger et qui a eu une correspondance importante avec Bultmann, le théologien Bultmann. Correspondance en allemand. Ce philosophe, décédé quelques mois auparavant, en novembre 2020, a été le directeur de thèse de celui qu'on appelle le bien connu l'Oracle. Alors, voyant ça, j'ai contacté l'Oracle, j'ai écrit à l'Oracle pour lui dire que j'avais trouvé sur le trottoir quelques-uns des livres ayant appartenu à son maître. Un maître... en fait, il lui doit beaucoup. L'Oracle, quand il parle de cet homme, c'est toujours avec émotion. Et c'est toujours... il dit même que ce qu'il a fait pour lui, il n'aurait jamais été capable de le faire pour personne. Alors, c'est un peu ça aussi. Hein? On ne fait pas juste les choses pour soi. Mais là, en bon libraire que je suis, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que ces cartons faisaient là sur le trottoir. Et comme tout était fermé, les organismes caritatifs, j'ai pensé que les héritiers du philosophe avaient offert la bibliothèque, que j'imaginais très importante, avait offert la bibliothèque à un organisme caritatif. L'organisme caritatif
ne pouvant procéder à aucune vente, avait peut-être jugé bon de les offrir comme ça sur le trottoir. J'ai appris un peu par la suite que plusieurs boîtes avaient été disséminées, plusieurs cartons, boîtes, boîtes carton, avaient été disséminées comme ça dans le même territoire, sur le même territoire. Et que plusieurs jeunes étudiants avaient eu le bonheur de pouvoir ramasser quelques-uns de ces livres. Alors, ma déduction me disait, bon, alors j'ai trouvé ces boîtes-là, et peut-être qu'il y a une église ou un organisme communautaire pas tellement loin des cartons en question. Alors, j'ai écrit une lettre disant que j'étais libraire. Et, en fait, oui, j'ai vérifié sur Google Maps s'il y avait un organisme caritatif ou une église près du lieu où j'ai trouvé les cartons. Et j'ai écrit une lettre que je suis allé porter à un organisme qui était pas tellement loin. En fait, à côté. Et là, le lendemain matin. Et là, je retourne sur les lieux du crime. Et qu'est-ce que je ne trouve pas? Une vingtaine de cartons, tous enlignés les uns les autres, enlignés à la suite des uns des autres. Et encore là, des ouvrages de philosophie de grande qualité, dont l'œuvre complète de Martin Heidegger en allemand. Un truc qui vaut des milliers de dollars. Certains d'entre eux annotés, mais annotés de la main de quelqu'un qui a été son élève, de quelqu'un qui était capable de pas juste de comprendre, qui était capable de se situer à ce niveau-là. Un Québécois francophone, qui a grandi sur une ferme, vous imaginez donc, d'un petit village, et qui finalement, mais je l'ai rencontré une fois, un homme plutôt drôle, en tout cas, dans ce qui m'apparaissait d'une grande modestie, en tout cas, en même temps, vous voyez, drôle, simple, mais souvent, comme le sont ces grands géants, hein? Ce qui ajoute au bonheur, si je peux dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre, j'étais en train de farfouiller dans les cartons, et je rencontre quelqu'un qui, je savais, connaissait le philosophe en question. Et je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Je dis, tu te rends compte? T'as vu ces boîtes-là? T'as vu ça? C'est incroyable. Et il me dit que c'était lui qui venait déposer ça. Alors, j'étais partagé entre le mécontentement, une sorte de colère, et j'avais pas bien compris quel était son rôle. J'ai fini par reconstituer parce que je l'ai en quelque sorte obligé à prendre les 20 cartons qui étaient sur le trottoir, à les apporter à la librairie. Et mais j'ai compris par la suite que la situation pandémique étant telle, il avait vidé l'appartement, la maison de ce philosophe. Les héritiers voulaient se débarrasser des livres et probablement n'ayant aucune possibilité. En fait, il m'a dit, j'aurais pu penser à toi. J'ai pensé par-devers moi. Oui, c'est vrai, il aurait pu penser à moi. Et ça a fini qu'il n'a pas trouvé rien de mieux à les éparpiller comme ça. La bibliothèque de ce philosophe a fini éparpillée sur le trottoir. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ce que je vous dis? Parce que réfléchissez-y. La pandémie, c'est à la fois une crise sanitaire, c'est aussi une crise sociologique, politique, et
on subodore également que c'est une crise environnementale. Heidegger a été le philosophe de la technique. Il nous a expliqué toutes les dérives de la technique. Nous sommes en pleine pandémie, c'est au mois d'avril, la machine est à l'arrêt complètement, et son œuvre complète est éparpillée sur le trottoir, l'image d'une fin de civilisation, et avec quelque chose d'à la fois presque époustouflant dans sa folie, et comme une sorte d'achèvement de quelque chose. Et je dois, pour moi, quand je repense au moment du confinement, préfigurant le pire, parce que le pire, en fait, nous y entrons, le confinement aura été le prélude à quelque chose d'infiniment plus complexe. Le monde tel que nous l'avons connu a cessé d'exister le 24 mars 2020, avec le confinement. Nos efforts, vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises, lors de la séquence obsidionale de l'hiver 2021, notre monde est dans une sorte de déni. Il refuse le changement. Et le changement qui vient promet d'être radical. C'est d'autant plus étonnant qu'il le refuse qu'il ne cesse d'en faire la promotion sur le plan individuel, que nous devons sans arrêt nous adapter aux multiples changements que la technologie offre, propose, ou assène, ou suggère. Il y a à la fois de la séduction dans cette proposition, et il y a à la fois de l'ordre. On nous intime. Et pour moi, l'œuvre complète d'Heidegger sur le trottoir, eh bien, c'est l'image que je retiens de ce début de vaste dérèglement. Et Heidegger agissant comme une sorte... mon ami Robert va se récuser, ça m'étonne d'autant plus que c'est lui-même un lecteur des prophètes juifs. Et Heidegger devenant une sorte de prophète instantané, une sorte de prophète inouï, inimaginable du dérèglement à venir. Je ne sais pas si je vais vous parler du livre ce soir. Quelque chose d'autre me frappe aussi, des choses que je trouve assez obscènes. Bon, je vous l'ai dit, le retour du tragique dont on se gausse à l'infini, en fait on s'en gausse pas, mais dont on constate le retour du tragique, pour moi ça veut rien dire, dans le sens que à chaque jour qui passe, des milliards d'êtres humains sont frappés par le tragique sans que ça nous indispose de quelque manière que ce soit. Et il faut bien le dire, un cerveau humain et un cœur humain, fût-il extrêmement grand, ne peut pas porter sur lui tout le malheur du monde. Il peut en porter une partie, mais il peut pas prendre la totalité. Alors forcément, on a des stratégies d'évitement. Et en plus, l'impératif malgré toutes les difficultés qui sont les nôtres, l'impératif de donner du sens à cette existence n'est pas facultatif. Nous sommes obligés de donner du sens à notre existence. C'est le sens qu'on veut bien lui donner, mais on ne peut pas s'épargner cet exercice. Alors forcément, au milieu d'un chaos grandissant, au milieu de difficultés grandissantes, l'obligation, avec les moyens que nous avons de donner un sens à ce chaos, eh bien, nous est dévolue. Et la tâche est redoutable, elle est ardue également.
Alors, ce qu'on entend, en fait, je pense que ça va être demain, Rabinovitch. Ouais, on va se garder. Parce que j'essaie de voir le lien, en tout cas, si j'enchaînais tout de suite, peut-être que je vais enchaîner. Allez, hop, de toute façon, on a le temps devant nous. On a toute la vie devant nous. En fait, ce qui nous en reste, mais c'est bien suffisant. Alors, on lit ça. Et je lis des chroniqueurs qui disent oui, c'est le retour de l'héroïsme. Oui, c'est le retour de la bravoure. Oui, c'est le retour de l'honneur. C'est le retour des valeurs. Et je suis assez dégoûté de lire ça aussi. Parce que je les croirais si ils faisaient pas autre chose qu'écrire ou parler. Je les croirais si ils partaient. S'ils partaient en mission, pas obligés d'aller mourir en Ukraine, mais s'ils se battaient vraiment pour construire quelque chose d'autre. Et comme dit Fabienne, ils ramènent leur gueule. Et cette affaire-là d'honneur, du retour du tragique, ça me fait penser à Cabu, le regretté Cabu, qui a été tué dans les locaux de Charlie Hebdo. Eh bien, Cabu, il y avait le grand Duduche, hein, qui était un de ses personnages fétiches. Et ça fait longtemps, j'ai lu Cabu, j'étais adolescent. Alors, je n'ai jamais rouvert un livre de Cabu depuis le milieu des années, même avant le milieu des années 70, c'est dire. Hein. Mais il y avait un vieux personnage qui, lui, ne cessait pas de répéter « Ça leur prendrait une bonne guerre ». Alors, devant les changements de mai 68, devant l'effervescence de la jeunesse qui s'affranchissait, oui, enfin, devant l'utopie, le dernier espoir, peut-être, qu'on échapperait totalement, ou on échapperait au totalitarisme de la société de consommation, eh bien, lui, le vieux grincheux, ça leur prendrait une bonne guerre. Eh bien, c'est ça que j'entends là, chez les chroniqueurs. Ouais, le retour du tragique, les jeunes vont en baver, c'est des bébés gâtés. Et je trouve ça assez ignoble, merci. Peut-être c'est le vieux 68 heures en moi, qui n'a pas connu j'étais un enfant, mais qui, au fond, d'une certaine manière, considère que nous sommes tous des héritiers de mai 68. Hein? Dans notre individualisme, dans notre hédonisme, dans notre égocentrisme, dans le soin qu'on donne à soi, n'est-ce pas? Dans le désir de se réaliser personnel, dans le désir de réalisation personnelle, la quête du bonheur, la quête de la jouissance. Nous en sommes tous, là. Alors, et même la possibilité, c'est ça la merveille de mai 68, de vivre comme un moine, de vivre en réclusion, hors du monde. Ça aussi, ça nous est possible de vivre comme des moines ou des moniales, c'est possible. De devenir des ermites urbains, c'est possible. Alors c'est ça aussi, on peut même devenir un anachorète au sein de la cité. Ça aussi, étonnamment, c'est un legs de mai 68. Si on décide de, je sais pas, d'aller louer une petite chambre, de se dépouiller de tout ce que nous possédons et de garder quelques ouvrages spirituels, Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Thérèse d'Avila ou même si on a envie de faire de longues veilles d'études avec saint Thomas d'Aquin, dans le silence, dans la réclusion, on le peut. On le peut. Bah, les gens autour de nous vont trouver que nous sommes bizarres, mais c'est possible, sans que cela ne dérange qui que ce soit. C'est l'envers aussi de ceux qui ont un donjon chez eux. Alors, il y en a qui ont un donjon chez eux, qui invitent tous les amis à profiter du donjon, et d'autres, ben, ils peuvent être tout seuls dans leur cellule. Si telle est leurs aspirations. Est-ce que j'enchaîne avec Rabinovitch? Je pense que je vais en rester là pour ce soir.
y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Bah, difficile de ne pas parler de la guerre d'Ukraine, la guerre que les Russes livrent à l'Ukraine. On grimpe dans l'escalade. Je pense que tous les fantômes de la Deuxième Guerre mondiale sont bien réveillés. Je considère aussi qu'on n'accorde pas assez d'importance au fait que Zelensky est de confession juive. Pour moi, et que son tortionnaire, son bourreau, le bourreau de son peuple, ne cesse de vouloir dénazifier ce peuple qui a un juif à sa tête. Pour moi, ça relève à la fois de la monstruosité totale et d'une sorte d'ouverture peut-être sur... il y a quelque chose de l'ordre il y a quelque chose de l'ordre de la prophétie. Je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, mais pour moi, c'est gigantesque. C'est pas anecdotique, c'est pas un détail, c'est pas un hasard. Et jusqu'où va aller cet homme? Parce que ce sont les circonstances historiques qui font les hommes. On aurait beau vouloir être un grand homme dans une époque poche, dans une époque moche, dans une époque opaque, comme aurait dit le cocon masqué, pour rester dans la culture BD. Être un grand homme le désir d'être un grand homme peut nous conduire à devoir rencontrer des psychiatres à moyen terme. Et là, lui, je suis à peu près convaincu que même s'il avait une bonne formation intellectuelle à la base et qu'après ça il est devenu comédien, je suis à peu près convaincu qu'il ne s'imaginerait jamais se transformer à la fois en prophète et peut-être même en martyr d'ici peu. Mais les circonstances sont faites, et son exemple, parce que, évidemment, il est imité, et chacun aspire à chaque combattant ukrainien aspire à être en phase avec son courage. Et tout ça, on savait avec la pandémie que ce monde-là ne reviendrait pas comme il était. Et là, à chaque heure qui passe, le danger s'accroît, évidemment. Le danger s'accroît. Et j'entendais un général canadien à la retraite dire avec beaucoup d'émotion qu'il fallait faire un ultimatum à Vladimir Poutine, lui demander de se retirer d'Ukraine, sinon on entrerait en guerre contre lui. Et ce qu'il faut entendre aussi, c'est ça que je trouve assez monstrueux, c'est que ce que j'entends aussi, c'est qu'on ne peut pas le faire à cause de l'arme nucléaire. Alors, ce qui veut dire, on comprend bien que, le fait, ça va nous incomber à nous qui pourrions se porter à la rescousse de ce peuple, ça va nous incomber à nous de ne pas périr par l'arme nucléaire, alors que nous sommes par la bande, alors que nous sommes menacés par l'arme. Alors et au nom d'une sagesse qu'on pourrait qualifier de supérieure, on ne veut pas la fin de l'humanité, on pourrait consentir à toutes les lâchetés. Alors jusqu'où allons-nous être sages? Jusqu'où allons-nous supporter d'être si lâchement sages? Pourquoi au juste? Et quel sera le prix de cette sagesse? C'est aussi ça la question. La sagesse imposée, la sagesse forcée, la sagesse d'impuissance. Parce que c'est au fond, c'est une sagesse d'impuissant. C'est pas que quelqu'un qui a une forte vitalité mette cette forte vitalité au service d'une cause ou d'une possibilité de transcendance. Oui, mais
Quelqu'un qui n'aurait pas, exemple, de libido, aurait aucun mérite à être chaste. Quelqu'un qui aurait aucune envie de puissance aurait aucun mérite à ne pas l'exercer, cette puissance-là. Et là, bientôt, on va se donner le beau rôle de la sagesse. Nous n'irons pas de crainte de l'explosion nucléaire. En attendant, aujourd'hui, il y a une maternité qui a été bombardée. Ouais. Une maternité qui a été bombardée. Alors, de combien d'horreurs allons-nous être les témoins passifs au nom d'une pseudo-sagesse qui n'est que le reflet de notre lâcheté. Et là, on peut bien, les chroniqueurs peuvent bien dire, oui, c'est le retour du tragique, oui, c'est le retour. Et si c'était simplement le retour de la monstruosité, le retour de la lâcheté, le retour de tous les démons, en fait, l'apparition de cette chose que nos sociétés repuent, confortable, et puis moi je suis bien content d'avoir une vie confortable, le retour, en fait, l'apparition, le surgissement du mal radical. C'est de ça que je devais vous parler ce soir avec de la destructivité de Gérard Rabinovitch. Et en fait, je ne vous en parlerai pas ce soir. Je vais vous en parler demain. Je vais tenter de retrouver également le cours de Pise de Hockart. Et c'est ça que... C'est un tel chaos dans ma bibliothèque. Et des fois, je me dis, j'aurais vraiment besoin d'une psychanalyse parce que c'est ça qui est absurde, c'est que oui, j'accumule un nombre invraisemblable de livres, c'est des poches monstrueuses, c'est des zones monstrueuses. J'ai perdu, en fait, j'ai pas perdu tout à fait le contrôle, parce que la vie à deux oblige au respect de zones territoriales neutres et respectueuses pour l'espace de ma compagne. Donc, mon désordre exponentiel ne va pas empiéter sur son intimité, et des zones de cohabitation ne doivent pas non plus être l'objet d'un déferlement, d'une prolifération, et qui est à la fois une sorte de symptôme. Il y en a qui disent oui, c'est le syndrome de Diogène. Je dirais que non, parce que j'ai vu des gens qui étaient atteints du syndrome de Diogène. Ils ramassent tout, et tout est d'égale valeur. C'est-à-dire, généralement, ça vaut pas grand-chose. Tandis que les livres que je conserve, ce sont de bons livres. C'est ça qui est... Ce sont des bons livres, évidemment, c'est clair que... Mais je grappille ici et là, et à force de grappiller partout, j'ai fini par créer une sorte d'immense jardin où je grappille à l'infini des fruits qui me sont offerts en permanence. Une sorte de folle abondance. J'imagine que les gens très riches peuvent peut-être éprouver ce plaisir de nager dans les dollars. Mais moi, je nage dans les livres, je nage dans la poésie, je nage dans la philosophie. Et mon échoppe, qui est un lieu de tentation, en fait, eh bien, je provoque chez ceux qui franchissent le seuil de la porte, je provoque ce désir-là d'acquisition, mais d'acquisition de connaissances, d'acquisition de réflexion, et les livres nous sont précieux pour essayer d'y voir clair dans ce monde. Je ne sais pas si les livres aident à changer le monde, mais assurément, ils nous aident à y voir plus clair. Et des millénaires de réflexion, alors c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a des millénaires de réflexion de gens qui sont extrêmement intelligents dans les cultures
moyen-orientales, occidentales, ont déployé des stratégies de réflexion qui sont un legs extraordinaire pour l'humanité. Et voilà. Alors demain, Rabinovitch, entre-temps, je vais tenter de retrouver, parce qu'il y a quand même 36 minutes. Ben, je voulais vous parler de ça au fond. Mais, j'ai pas fait le lien encore. Je vais continuer à y réfléchir. Peut-être vous avez une idée que le surgissement à nouveau du mal radical, la mise à l'arrêt des machines, on pouvait même pas se permettre ça. Nous, il fallait qu'on continue tout le temps. Là. Et là, on s'est arrêté. Et de ça, eh ben, des monstres ont surgi. Des monstres surgissent. Et l'œuvre complète de Martin Heidegger, par une belle journée printanière du mois d'avril, offerte comme ça, sur le trottoir. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Hein? Je ne l'ai pas encore fait, mais je sais qu'il y en a un. Puis peut-être vous allez le faire. Peut-être que l'intelligence connectée va faire les rapprochements. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Ça, je peux encore vous le dire. On va rester comme ça, là, jusqu'à demain, pour l'instant. Parce que je jongle toujours avec l'idée d'être là durant tout le conflit, mais j'ai l'impression que ce conflit-là, j'ai l'impression qu'au fond, ce conflit-là va durer très, très, très longtemps. C'est une impression. L'image de la Syrie, le modèle syrien au flanc de l'Europe, l'Europe ne pourra pas... c'est une brute, hein? C'est une brute totale, là, Poutine. On s'approche presque de l'incarnation du mal. On n'est plus dans le jeu politique, le jeu stratégique. On est entré dans la métaphysique. Là. Ça, pour moi, ça c'est clair. Et le prix économique de nos économies occidentales, à mon avis, si le conflit dure, ça sera pas tellement long qu'on va vouloir trouver une solution négociée. Dans notre intérêt. Bon, on va trouver d'autres mots, là, mais ça se peut aussi que, aussi monstrueux que ça puisse paraître, que ce n'est pas en intérêt de Poutine de... Peut-être c'est dans sa jouissance morbide, dans sa pulsion de destruction, d'infliger d'immenses souffrances au peuple européen et au peuple occidental et au peuple africain et aux divers peuples arabes qui vont finir très 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 rapidement avec la hausse des du prix des denrées alimentaires, vont finir comme en 2011, qui avait été à l'origine des pseudo-révolutions arabes. C'est ça qui avait été à l'origine de ça, c'est la hausse du prix des aliments, du pain en particulier. Les spéculateurs s'étaient lancés dans l'achat de ce qu'on appelle les commodities, les biens de base, les biens essentiels. Bon, enfin, on va pas repartir. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci et à demain.